Alors, bon matin à tous. Mon nom est Frédéric Viossa. Je suis conseiller en formation au Cégep André Laurando. J'ai donc le plaisir de vous présenter l'activité de ce matin là, qui est réalisée grâce à l'appui de plusieurs partenaires de votre région que l'on va vous présenter très prochainement. Le Conseil québécois du commerce de détail nous a confié une mission, c'est celle de créer une formation pour aider les commerçants qui n'auraient pas encore pris le virage numérique à comprendre les enjeux qui font face à eux et surtout à leur donner les pistes de solutions afin de le faire de façon efficace et de faire décoller leur vente en ligne. Ça reste une activité de sensibilisation, une activité de niveau d'introduction. Certains d'entre vous ont déjà peut-être fait leurs propres expériences, mais ils trouveront là peut-être ce matin des éléments à se remémorer pour donc la suite des choses. Vous pourriez me dire pourquoi le Cégep André Laurando? Ben, ça fait maintenant 5 ans que l'on crée des formations dans notre service aux entreprises pour aider les employeurs, les entreprises du secteur du commerce à prendre ce virage numérique. Et donc, la formation qu'on présente aujourd'hui est une autre réalisation que l'on a dans notre panier de formation en lien avec le virage numérique. Alors, sans plus tarder, on vous présente un de nos piliers dans cette activité de formation pour le secteur du commerce de détail, M. Frédéric Gonzalo. Frédéric, je te cède le micro. Et avant de céder le micro, je voudrais simplement vous rappeler un petit peu le déroulement ce matin. On va commencer donc avec cette activité de formation qui va durer 75 minutes. Par la suite, il y aura un 15 minutes pour prendre vos questions, puisque vous en aurez peut-être par rapport à comment vous appliquez les choses dans votre contexte à vous ou pour clarifier des éléments. Par la suite, Madame Sylvie Bolduc de la MRC des Pays d'en haut pourra vous présenter les initiatives d'accompagnement qui s'en viennent pour vous, puisque cette activité est vraiment conçue pour répondre aux besoins des commerçants des deux MRC des Laurentides, donc la MRC des Laurentides et la MRC des Pays d'en haut. Et donc, restez avec nous après les questions-réponses afin de pouvoir donc voir quels sont les partenaires qui ont mis sur point ce programme d'accompagnement et qu'est-ce qu'il y a dans ce programme d'accompagnement. Donc, Sylvie Bolduc vous présentera donc les partenaires et Sarah Gagnon du Conseil québécois du commerce de détail, elle vous présentera dans le détail ce programme. Ça prendra guère plus que 5 ou 6 minutes, donc on ne prendra pas trop non plus de votre temps, mais on vous donnera l'information juste et essentielle. Alors voilà, sans plus tarder, je cède le micro à Frédéric Gonzalo et je vous souhaite une très bonne formation. Et encore une fois, on reprendra la parole avec les partenaires à la fin des questions-réponses pour vous présenter les belles initiatives pour les commerçants des MRC des Laurentides. Frédéric, à toi le micro. Merci, Frédéric. Alors, pour les participants, c'est pas compliqué, hein? Si vous dites Frédéric, vous savez que vous atteindrez probablement la bonne cible ce matin. Je vais juste fermer mon téléphone, m'assurer qu'on est dans les temps, que tout va bien. Super. Excellent. Donc, ce matin, on va vous parler de comment créer un marketing numérique qui a de l'impact pour se lancer dans la vente en ligne, comme le titre le dit. Il y a une année plus que jamais où on aura réalisé l'importance du numérique, c'est bien 2020, malgré tous les aspects négatifs de cette année et de cette pandémie. Donc, grosso modo, les objectifs, là, on va parler vraiment des fondements du marketing numérique. Alors, on n'est pas là, dans les tactiques sophistiquées, ce n'est pas un truc de niveau avancé, c'est vraiment pour, comme l'a expliqué Frédéric Viossa il y a quelques instants, pour que tout le monde réalise pourquoi on se doit d'y avoir une présence et pourquoi un détaillant, ce qu'on doit savoir. En fait, la base, et quand on parle d'une approche de contenu, c'est donc le web, les médias sociaux. Et je vous parlerai là de 3 piliers qui sont fondamentaux. Votre site web, tout ce qui est la gestion de base de données et les médias sociaux. Évidemment, c'est un webinaire sommaire. Vous avez accès à un chat. Je vous invite à poser vos questions. Je les prendrai à la fin. J'ose espérer qu'on va répondre à plusieurs questions en cours de route, mais s'il y en a qui ont des questions plus techniques, plus pointues, évidemment, ça fera plaisir d'y répondre dans la période à la toute fin. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on aura quelques exemples de PME qui parviennent à tirer leur épingle du jeu. On pense parfois que c'est que pour les grosses business, et non, au contraire, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des solopreneurs, comme on le dit, des petites entreprises, des fois de 2 ou 3 employés, là, qui tirent très bien leur épingle du jeu par rapport à ce qu'on peut faire sur le web.
J'en profite évidemment pour remercier les partenaires qui rendent la tenue de ce webinaire possible ce matin. La MRC des Laurentides et la MRC des Pays d'en haut, donc Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides, MRC des Pays d'en haut, évidemment, gouvernement du Québec et la SADC des Laurentides. Donc, merci d'être derrière tout ça. Et évidemment, on parle du Cégep André Laurendeau qui a organisé le tout de pair avec le Conseil québécois du commerce de détail, CQCD. Vous voyez brièvement ma présentation. Je vous dirais que si vous allez sur www.frédéricgonzalo.com, vous aurez l'étendue de la chose, mais ça fait maintenant 8 ans que je suis à mon compte, que je fais des formations, du coaching, de l'accompagnement et toujours avec des entreprises pour les aider à maîtriser ou comprendre ce qu'on peut faire avec le web et les médias sociaux. Et puis, avec le CQCD, Cégep André Laurendeau, ça fait maintenant presque 3 ans là, que je donne des formations auprès de détaillants, que ce soit à Val-d'Or, aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie, Québec, Montréal. Donc, on commence à avoir le pouls du marché pas mal sur vos défis. D'ailleurs, ça petit clin d'œil à un article que j'ai rédigé hier sur mon blog qui était les 5 obstacles pour la plupart des PME, parce que c'est ça, quand il vient le temps du marketing numérique, souvent on manque de temps, on manque d'argent, on n'a pas de stratégie. Alors, on connaît la réalité, c'est pour ça qu'on va essayer d'identifier ce matin quelques éléments qui, j'ose espérer, vous sont utiles. Déjà, de comprendre l'écosystème d'une marque. OK? Avant, quand je dis avant, j'aurais envie de vous dire au début des années 2000, ça ressemblait à peu près à ce que vous avez à l'écran. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entreprise, vous cherchiez à parler à un client. Là, donc, vous êtes d'abord à gauche, le client est sur la droite, et vous avez une panoplie d'outils assez similaires à ce qu'on trouvait dans les années 70, 80, 90 ou par le passé. Mais le gros changement, c'était que maintenant, on pointait de plus en plus les gens vers notre site web. Alors, tout ce qui était télévision, magazines, journaux, radio, commandites, relations publiques, ce qu'on appelle les outils traditionnels, demeurait vrai. On a commencé à voir certains outils numériques tels que des bannières web, tels que des efforts d'envoi d'infolettres. On a commencé à parler de SEO. Alors, le SEO, c'est quoi? Le Search Engine Optimization, en bon français, l'optimisation de son site web pour les moteurs de recherche. Donc, comment on s'assure que notre site web sorte parmi les premiers résultats naturels d'une recherche quand les gens tapent, je ne sais pas moi, endroit où m'acheter des bijoux à Mirabel, ben, vous voulez être parmi les premières entreprises qui sortent dans les résultats de recherche. Pourquoi? Parce que les gens vont vous appeler, vont aller vous visiter. Et quand on n'est pas capable de le faire de manière naturelle avec le SEO, on le fait avec le SEM, le Search Engine Marketing. Donc, on a commencé à voir la dépense dans des efforts avec Google Ads, par exemple. Donc, ça, on voit vraiment là que c'était, je vous dirais, le modèle qu'on avait à une certaine époque. Et je vois d'ailleurs dans le chat, quelqu'un a posé la question et j'ai oublié de le mentionner d'emblée, la présentation qui est là. Vous êtes évidemment bienvenus de prendre des notes, mais sachez qu'elle sera mise à votre disposition pour ceux qui aimeraient en avoir une copie. Alors, voilà, c'est dit. Aujourd'hui, ce même écosystème-là, comme on peut le voir ici, là, est devenu beaucoup plus éclaté, beaucoup plus complexe. Et là, je mets à l'écran uniquement une portion des différents points de contact. Mais ce que vous voyez essentiellement, c'est que vous êtes toujours l'entreprise en bas à gauche qui cherche à parler au client. Mais le client, maintenant, a une panoplie d'endroits où il peut chercher de l'information. Hein. Combien de gens, des fois, vont acheter vos produits et services sans jamais même vous avoir appelé ou visité votre site web? On est allé sur une recherche sur Google, on est allé sur Amazon, sur eBay. Dans le domaine du voyage, les gens vont aller valider sur TripAdvisor, sur Yelp, sur Booking ou Expedia. Donc, il y a des blogs, il y a des chats, il y a plus, et tous les médias sociaux, bien sûr, là, qui ont explosé au cours de la dernière décennie, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui en tant qu'entreprise d'aller discuter avec ce consommateur-là qui se retrouve en plein cœur, si on veut, d'une explosion de points de contact. Bon, le défi pour vous, pour nous, c'est de dire comment je fais pour entrer dans la conversation, comment je fais pour m'assurer que ce client-là ou cette cliente-là, elle sache que j'existe. Et c'est là qu'on va en arriver à notre fameuse trinité du marketing numérique. Mais c'est un défi, et je le dis tout de suite parce que quand on voit ça, moi, la première chose que j'entends souvent, c'est que, ah, Frédéric,
c'est intense, on ne sait pas par quel bout le prendre, il y en a trop. Vous n'avez pas à être partout. Là où vous chercherez à être, par contre, c'est en priorité là où sont vos clients. C'est-à-dire, vous avez un auditoire cible. Ben, des fois, ça va être juste sur Facebook ou un site web que ça fait la job. Vous n'êtes pas obligé d'être sur TikTok puis d'être sur toutes les possibilités de blogs et de médias sociaux qui existent. Cependant, si 80-90% de votre clientèle est sur une plateforme en particulier, on s'entend, c'est probablement là qu'on va vouloir mettre le plus d'efforts. Donc, bémol là, qui est important de préciser d'entrée de jeu. Les médias sociaux, et là, c'est peut-être écrit petit, fait que je vais m'assurer de bien vous l'expliquer ici, l'aspect que quand vient le temps de parler des médias en ligne, des plateformes, il y en existe, on en distingue trois genres. Il y a ceux qui nous appartiennent. Les médias propriétaires, c'est votre site web, c'est votre blog, c'est vos bases de données. Alors que les médias partagés, souvent, ce sont des plateformes qui ne nous appartiennent pas. On pense aux médias sociaux, notamment. On pense aux blogs externes, les forums. Quand les gens parlent de nous ailleurs, bien, d'ailleurs, vous voyez le chiffre 70%, on dit que 70% des conversations qui ont lieu sur le web et les médias sociaux se font sur des plateformes partagées. Et il y a les médias payants. Bon, c'est sûr que des fois, les gens se posent la question, qui c'est qui paye 5 millions de dollars pour une pub lors du Super Bowl? Bien, c'est parce que c'est une des rares manières d'atteindre 2,4 milliards de téléspectateurs comme ça instantanément. Alors, évidemment, les médias payants permettent d'aller chercher des audiences qu'on n'a pas. Par contre, le jour où tu arrêtes de payer, c'est le jour que tu cesses d'exister dans l'imaginaire collectif. Donc, ces trois types de médias-là, c'est important de les comprendre et je vous dirais, on va chercher à miser le plus possible sur les médias propriétaires, les médias partagés sur lesquels on a une certaine emprise. Parce que les médias payants, tu as la main dans l'engrenage. Hein. La seule manière que tu peux avoir du trafic, c'est en faisant des campagnes dans Google ou sur Facebook ou ailleurs, ben, c'est que là, tu as une dépendance envers ces plateformes-là. Et sachez que 80% des contenus qui circulent sur les médias sociaux aujourd'hui, ce sont des médias qui sont payés ou sponsorisés d'une façon ou d'une autre. Et vous voyez le croisement, si on regarde au niveau des médias sociaux, le croisement de ces trois bulles-là est intéressant. Parce que oui, vous voulez avoir un compte Facebook, un compte Instagram pour avoir une certaine présence, même si 90% des gens ne suivront pas vos comptes, au moins vous pourrez aller participer à la conversation et en plaçant de la pub, vous pourrez évaluer c'est quoi votre retour sur votre investissement. C'est ce qu'on appelle le RSI publicitaire. Si on regarde le croisement entre propriétaires partagés, on appelle ça de la curation de contenu. Donc, on dit qu'aujourd'hui, le contenu qui a le plus de valeur, qui est perçu comme étant le plus authentique par le consommateur, c'est celui qui est généré par un autre utilisateur. C'est bien beau que vous ayez une présence sur Facebook, Instagram ou les médias sociaux. On le sait que vous allez dire que vous êtes les plus beaux, les plus fins. Mais si c'est un de vos clients qui a récemment acheté un de vos produits ou qui est récemment été dans votre restaurant et qui se dit « Wow, tel endroit, là, je le recommande fortement », ça a beaucoup plus de validité. Des fois, c'est partager un article qu'on a vu dans la presse ou ailleurs qui parle de notre produit, qui parle de notre industrie de manière favorable. Donc, on fait ce qu'on appelle une curation de contenu. On est un peu un curateur et on prend ces contenus-là qui existent pour les repartager auprès de notre communauté. Et puis enfin, il y a le croisement entre les médias partagés et les médias payants, ce qu'on appelle le marketing d'influence. Les influenceurs, les influenceuses, hein? Bien, pourquoi en marketing, on fait de plus en plus appel à ces personnes-là? C'est que ces gens-là, souvent, ont des niches, ont des audiences qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Et quand ces gens-là parlent à leur crowd, à leur communauté, que ce soit sur Instagram ou ailleurs, sur YouTube, bien, ils ont une crédibilité. Souvent, on doit les payer, on doit les rémunérer quand même, mais ça vous permet d'atteindre différemment ces clientèles-là. Donc, on voit là qu'il existe plusieurs outils. Évidemment, on pourrait en discuter longuement sur lequel est le meilleur que l'autre. Moi, je vous dirais, il faut déjà connaître l'éventail des possibilités pour ensuite voir, quand on fait une planification stratégique, sur quelle plateforme on va mettre les efforts afin d'obtenir les résultats qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs d'affaires. Est-ce qu'on veut avoir une plus grande notoriété? Est-ce qu'on est bien connu au contraire, mais on veut plutôt lancer un nouveau produit-service? On fait face à un nouveau concurrent, donc on est en mode protection. On veut faire de la recherche et développement, donc avoir une communauté qui nous suggère des choses. Dépendamment de l'objectif qui est poursuivi, on n'a pas les mêmes outils à notre disposition. Donc, c'est bien important de comprendre cet aspect-là. Tout ça nous amène à ce que j'appelle la Sainte Trinité du marketing web. Donc, ce n'est pas un truc religieux ici ce matin, enfin, à moins que le marketing soit votre religion. Si c'est le cas, ben, Mark Zuckerberg va être votre Dieu, mais trêve de plaisanterie.
3 piliers, et ça, c'est basé sur une espèce d'approche, un sondage qui avait été fait il y a quelques années auprès d'un peu plus de 5000 marketeurs en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Et on leur a demandé où est-ce que vous devriez mettre vos efforts au cours des 5 à 10 prochaines années. Et numéro 1, et de loin, c'était tout ce qui est les efforts liés à notre site web. Numéro 2, c'était les envois de newsletters, d'infolettes, de courriels, de SMS. Et numéro 3, toute la stratégie liée aux médias sociaux. Encore une fois, ce n'est pas qu'un pilier est plus important que l'autre. Idéalement, on se doit de travailler ces trois-là. Et Frédéric Villossa, vous mentionnez d'entrée de jeu qu'on fait des formations pour le virage numérique. Et quand je donnais ces formations-là qui duraient une journée et demie, là, on explosait vraiment ces trois aspects-là, toute l'importance. Et c'est ça un peu les programmes de formation qui sont offerts parce qu'on doit comprendre les possibilités. Il y en a peut-être parmi vous qui vont dire l'envoi de courriel, je n'ai pas le temps, ce n'est pas une priorité, mais il faut au moins savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On aura l'occasion de revenir dans un petit instant. Mais c'est de bien comprendre donc ces trois piliers-là. Parce que si vous avez un beau site web, mais vous ne faites aucun effort d'envoi, de communication à votre clientèle en termes donc, de fidélisation, de rétention, et que vous ne faites aucun effort sur les médias sociaux, c'est comme si vous aviez une Cadillac, mais elle reste dans votre garage. Okay? Il n'y a personne, vous ne l'utilisez pas. Inversement, avoir une belle présence Facebook, c'est bien swell, mais les règles du jeu changent constamment. Si vous n'avez pas un site web qui est un peu votre point d'ancrage sur le web, bien, vous êtes à la merci des changements d'algorithmes dans Facebook, Instagram et les autres. Alors donc, on voit vraiment que ces trois piliers-là sont interconnectés et donc, ce qui est souhaitable pour un détaillant ou un commerçant aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une approche minimale sur ces trois piliers-là et après ça, de voir comment on peut optimiser et être au summum de notre performance dans la mesure, évidemment, de nos ressources. Compte tenu, là, si on est une petite entreprise, évidemment, on ne sera pas sur tous les médias sociaux qui sont là, ou on ne fera pas toute l'automatisation de courriel, puis toutes les possibilités, mais on doit au moins comprendre ces aspects-là. C'est bon? Je trouvais ça super intéressant en préparant pour le webinaire de ce matin. Ce week-end, j'ai vu un article dans la presse, s'il y en a qui s'intéressent, le titre exact, c'était Google nous dit que les gens, les consommateurs sont déjà en train de fouiller se préparent pour Noël, en fait. Et dans cet article-là, on voyait là, que selon une étude qu'ils viennent de faire, on est déjà, oublié l'Halloween, oublié Black Friday, on est déjà en train de penser à Noël. Et c'est pas fou quand on y pense, parce que les gens ont été un petit peu échaudés avec les délais de livraison qu'on a vus en mars, avril, mai lors de la première vague de pandémie. Et ce qu'on voit, c'est que, et je vous l'ai souligné dans la portion d'article qui est là, on voit de nouvelles habitudes de consommation qui commencent à prendre sérieusement racine. Et j'aime bien la citation de Eric Norris de Google qui dit « Nous avons vu 10 ans de changements survenir en quelques mois. » Donc, j'en parlais depuis les 3 dernières années dans les formations. On disait, vous savez, aujourd'hui, des fois, les gens vont en ligne pour magasiner, puis ils vont venir en boutique pour ramasser leur truc, ou l'inverse, ils vont venir en boutique pour zioter et ils vont aller commander en ligne. Bon, il y a différents modèles d'affaires qui doivent s'adapter, mais là, on a vu vraiment là, dans les 6 derniers mois des changements tectoniques à ce niveau-là. Et on voit même, là, c'est le temps, en d'autres mots, on est quoi, le 9, le 8 octobre, et déjà, on doit se préparer pour Noël. Donc, 77 des consommateurs prévoient consolider leur achat pour effectuer moins de visites dans les magasins. On l'a vu, là, les centres commerciaux sont encore ouverts, mais avec tout ce qui se passe avec les zones rouges puis les resserrements, bien, les gens vont vouloir magasiner en ligne. Donc, si on veut acheter quelque chose pour Noël cette année, si on veut offrir quelque chose à l'être cher, on veut pouvoir lui envoyer puis pas être déculotté à la dernière minute, bien, les gens, c'est déjà maintenant. Donc, avez-vous ce qu'il faut pour répondre à cette demande-là? Si vous ne l'aviez pas en avril-mai, bien, il faudrait l'avoir au cours des prochaines semaines, voire en 2021, s'il est trop tard pour cette année, mais il faut avoir cette conscience-là. Et d'ailleurs, toujours dans le même article, on voyait là, ces 3 statistiques-là qui, pour moi, étaient assez parlantes. Dans la dernière décennie, là, on voit qu'il y a 600 fois plus de recherches comprenant les mots près de moi. Donc, quand on va sur son téléphone puis on dit je cherche un resto italien près de chez moi ou aussi qu'il y aurait un endroit pour réparer mon vélo près de chez moi, near me, là, ce qui est en anglais, donc en français près de moi, c'est énorme. Donc, ça passe beaucoup par la géolocalisation, par Google Maps. Et on va voir que ça passe donc par Google, mon entreprise, la gestion de votre présence dans l'univers numérique.
La recherche petite entreprise, là aussi, a atteint un nouveau record. En 2020 versus 2019, c'est plus de 150 de plus. Les initiatives du type panier bleu, de dire, regarde, on veut faire prioriser l'achat local, on l'a vu, c'est une tendance très, très forte. Et dernière statistique qui aussi est assez parlante, 33 Donc, depuis le début de la pandémie, un Canadien sur trois a fait un achat auprès d'un détaillant qu'il n'avait jamais encouragé auparavant. Donc, on découvre des gens qui sont dans notre voisinage, des petits commerces, et là, on se dit, ben, c'est peut-être le moment d'encourager. Encore faut-il que je puisse donner une petite anecdote, mais je suis allé me faire couper les cheveux il y a quelques jours et je disais à ma coiffeuse, salon de coiffeuse, je disais, je suis content de voir que vous êtes resté ouvert, parce qu'en juin, quand ça a réouvert, vous étiez fermé. Puis elle dit, ben, c'est frustrant, Frédéric, que tu me dis ça, parce que je n'étais pas fermé. Et Google me disait qu'ils étaient fermés. Google, mon entreprise. Alors, j'ai donné le truc, elle est allée corriger ça tout de suite, mais Google donnait une information qui était fausse, mais je dis, c'est ta responsabilité d'aller dire dans Google, mon entreprise, que tu es ouvert ou que tu as transformé pour un restaurant, par exemple, que ta salle à manger est fermée, mais que tu fais de la commande pour emporter. Bref, on a un travail à faire à ce niveau-là sur notre site web, sur nos médias sociaux, dans Google, etc. Parlons donc de ces trois piliers. Le premier, c'est votre site web. Vous voyez à l'écran un visuel typique là, qui est ce qu'on appelle un site web en mode adaptatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout bon site web se doit d'avoir été conçu en sachant que l'utilisateur peut nous visiter de différents types d'appareils. Alors, un site web en mode adaptatif a été conçu pour un ordinateur de bureau, mais il va très bien s'adapter pour un portable, une tablette, voire même un petit téléphone intelligent. OK? De plus en plus, cependant, ce qu'on commence à voir, c'est des sites web en mode mobile first, c'est-à-dire que ça va être adaptatif, mais on va prendre le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va concevoir l'expérience optimale pour ce petit bidule qui va s'adapter à la tablette, qui va s'adapter au portable, qui va s'adapter à l'ordinateur. Pourquoi? Parce que on voit aujourd'hui 55, 60, des fois 70 du trafic d'un appareil, d'un site web provient d'un appareil mobile. J'ai fait une centaine de diagnostics de sites web dans la dernière année, puis je vous le dis, là, c'est entre 60, 65, des fois du 70 que j'ai vu. J'ai même vu du 80 du trafic pour un site web qui provenait d'un appareil mobile. Tout ça, on le trouve dans Google Analytics. Donc, avoir un site en mode adaptatif là, qui s'adapte selon le format de l'appareil, c'est le minimum en 2020. De plus en plus, il y en a qui vont même se dire, je vais le concevoir vraiment en fonction d'un petit appareil, quitte à ce qu'après ça, ça s'adapte pour les plus gros. Et là, ce n'est pas la même manière d'envisager les choses. Quand on pense à un ordinateur, on dit, on va se mettre une belle vidéo d'entrée de jeu sur le site web, alors que sur un petit téléphone, la vidéo a peut-être moins sa place. Donc, c'est tous des petits changements comme ça. On se dit comment est-ce que l'utilisateur navigue, c'est de concevoir un site en fonction de ça. Donc, un premier élément que je vais vous dire ou que je vais vous demander si vous regardez donc ce webinaire de la maison derrière votre ordinateur, ouvrez un autre onglet dans votre navigateur, si vous êtes sur Chrome, sur Safari, sur Firefox ou Explorer, ouvrez un onglet et allez taper « Test d'optimisation mobile » dans Google, OK? Et vous allez aboutir sur une page comme celle-ci. Entrez l'adresse URL de votre site web. Alors, je l'ai fait ici, j'ai mis pour tremblant.ca, OK? Et ça va vous dire comment Google perçoit votre site web. Il va dire comment est-ce que Google perçoit que votre site web est bien adapté aux appareils mobiles. Et c'est l'adresse en question. Donc, dans ce cas-ci, c'est la page d'accueil de Tremblant, tremblant.ca. Mais il n'est pas inhabituel de voir des fois la page d'accueil est adaptée, mais l'intérieur du site ne l'est pas. Et souvent, on va voir, ça va vous afficher, il y a quelques problèmes de chargement de la page. Si on affiche les détails, ça va vous dire, bien, il y a certaines images qui sont bloquées, il y a des visuels qui sont peut-être hors dimension. Donc, c'est le genre de petit test là, qui peut déjà nous aider à savoir, est-ce que Google voit mon site comme étant mobile? Un site qui n'est pas mobile, là, Google le pénalise dans les moteurs de recherche. Okay? Fait, en tant que moteur de recherche, il va faire, quelqu'un dit, je veux un endroit où aller skier, là, cet hiver. Ben, tu sais, mettons, Tremblant n'aurait pas été mobile, il va être pénalisé, ça va être d'autres qui vont s'afficher avant. C'est pas que ça, évidemment, il y a d'autres critères, mais minimalement, on doit être mobile, donc pour Tremblant, ça va très bien, c'est le cas.
Et on voit, si on clique sur ici les détails, ben, je vois c'est quoi les problèmes potentiels. Bien, ça peut être quelques pages, il y a certaines ressources qui n'ont pas été chargées. Et là, vous passez l'information à votre programmeur, puis il va aller valider, s'assurer qu'on va aller corriger les petits pépins techniques qui pourraient faire en sorte que ça ralentisse ou que ça affecte la performance du site. OK? Donc, premier élément qui serait un petit test à faire. Je serais curieux, si jamais il y en a parmi vous qui ont fait le test et qui se font dire que leur site n'est pas mobile, ben vous pourrez mettre un petit commentaire dans le chat. Je serais curieux de savoir. Évidemment, si vous ne voulez pas le dire tout haut, c'est correct aussi, mais je serais curieux donc d'avoir certains résultats de votre part. Deuxième petit test avant qu'on poursuive, et celui-ci va être un peu plus un exercice d'humilité, je vous le dis tout de suite. Vous allez taper dans un navigateur, donc dans l'autre onglet que vous avez ouvert, ou ouvrez-en un nouveau, vous allez taper Page Speed Insights. OK, comme c'est écrit là sur mon visuel, Page Speed Insights, c'est un outil pour développeurs Google pour savoir si votre site web se charge rapidement. Parce que c'est un critère, encore ça aussi, il faut être mobile. L'autre élément, c'est un site rapide. C'est quelque chose qui est valorisé par Google au niveau des résultats de recherche. Donc, en faisant ça, j'ai fait pour la cage brasserie sportive à Saint-Sauveur et on voit qu'en version bureau, donc en version desktop, excellent score de 84, là, ce qui vient dans la haute fourchette des moyens de la catégorie modérée. 90 et plus, j'en vois assez rarement, je vais être très honnête avec vous. Mais vous cliquerez également sur l'onglet mobile et vous verrez, j'en suis assez convaincu, avec le volume de gens qui est dans ce webinaire ce matin, il y en a quelques-uns qui auront des résultats pas tout à fait glorieux. Je vous le dis parce que j'ai fait une centaine d'audits dans la dernière année, puis j'ai vu des 6 sur 100, des 12, des 14, des gens un petit peu capotent. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Vous descendez dans la page, on va vous dire c'est où que les éléments qui peuvent jouer entrent en jeu. En fait, souvent, ça va être des images qui ne sont pas en nouvelle dimension ou en format nouvelle génération, un hébergeur qui est lent, ça peut être fichiers CSS qui ont lent à loader. Donc, plusieurs éléments techniques. Je vous dirais que la leçon de ça ici ce matin, c'est que vous devez avoir un site qui est rapide. S'il y a des choses qui rendent votre site plus lent, c'est déjà de les flaguer, comme on dit en bon français, de les identifier et de voir avec votre agence ou votre programmeur ou la personne qui vous aide avec votre site web, de dire, bien, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Des fois, il y a des sites qui sont montés sur WordPress qui vont très bien, mais ils ont beaucoup de charge en arrière. Il y en a d'autres qui sont sur des sites qui ont été faits par le beau-frère il y a 12 ans. Donc, les standards ont changé depuis le temps. Alors, ce serait important là, de regarder ça. C'est bon? Alors, d'ailleurs, on me pose la question, je réponds, qu'est-ce qui est considéré rapide? Vous avez là, les scores qui sont à l'écran, c'est-à-dire que entre 50 et 89, vous êtes considéré modérément rapide, 90 et plus. Je vous dirais qu'on a aussi cette information-là dans Google Analytics. Un site qui load en 3-4 secondes, là, on est dans une bonne braquette. Quand ça prend 15 secondes pour que ton site s'ouvre, c'est une éternité. OK? Amazon a fait des études il y a quelques années. Là, chaque seconde de plus qu'un site prend à charger, je pense que c'est 10 de gens qui débarquent. Que, ça prend 10 secondes pour loader, ben, tu perds 100 de ton trafic. J'exagère, bien sûr, là, mais je paraphrase un peu. Donc, entre 3, 4, peut-être 5 secondes, ça va être une vitesse raisonnable. Mais encore, il faut tout mettre en perspective. Quand on est un hôtelier ou un restaurateur au centre-ville de Montréal avec une énorme compétition, c'est une certaine réalité. Alors que d'autres en région qui sont les seuls à offrir un certain type de service ou de produit, la vitesse de téléchargement est peut-être moins un obstacle. Okay? Fait qu'il faut comparer aussi des fois par industrie, par région, mais j'espère que ça répond quand même à la question au niveau de la vitesse de chargement. Il y a également un facteur à considérer. On dit qu'aujourd'hui, en 2020, un mobinaute sur 2, donc un utilisateur mobile sur 2, effectue sa recherche de manière vocale. Donc, avec Siri, avec Google, à la maison sur son bidule Amazon Alexa. Et ce que ça fait, c'est qu'on ne recherche pas de la même manière vocalement que lorsqu'on tape. Quand on tape, on va dire justement réparation de vélo près de moi. Tu sais. Alors que quand on le dit de manière verbale, ou vocale, on va dire allez Siri, dis-moi si un bon endroit
endroit près de chez moi où, qui pourrait être, faire de la réparation de vélo, de compte, et qui peuvent modifier la donne. Mais je vous dirais, on voit à l'écran, là, il y en a 3 sur lesquels je vais insister un peu plus. Un, d'avoir un site qui est adapté pour appareils mobiles, ce que les Français appellent mobile friendly. OK? Donc, on en a parlé tout à l'heure, donc hyper important. Deuxième aspect, est-ce que votre site web a une foire aux questions? Les foires aux questions, bien populaires au début des années 2000, ça a un peu sorti de mode et c'est revenu au cours des dernières années, justement parce que on écrit la question telle que les gens nous la posent et on donne une réponse. Donc, on voit de plus en plus de sites qui ramènent des foires aux questions parce que ça devient une manière de répondre concrètement à ce type de questions-là qui sont faites de manière vocale. Et le troisième élément sur lequel j'amène votre attention, c'est l'importance d'avoir une page Google Mon Entreprise, ou comme on dit en France, Google My Business. Donc, parce qu'on peut à ce moment-là donc gérer notre fiche dans Google Maps avec la possibilité de répondre aux avis, aux commentaires, possibilité de valider l'information, l'emplacement, les heures d'ouverture, les photos et les photos 360 degrés vidéo qui existent sur le web. Donc, c'est par cet emplacement-là qu'on gère le tout. Et donc, si vous ne le faites pas déjà, je vous en conjure, s'il vous plaît, allez faire un tour sur le web à Google Mon Entreprise, allez gérer votre emplacement. Ça va faire en sorte que vous allez pouvoir justement vous assurer que l'emplacement géographique de votre entreprise est bel et bien au bon endroit. Vous identifiez vos heures d'ouverture. Est-ce que les choses ont changé dans le contexte de la COVID-19? Si oui, précisez-le. On peut publier, on peut faire des publications. On peut donc répondre aux avis, commentaires. Donc, et avoir une présence à ce niveau-là et de la gérer affecte positivement donc les résultats de recherche autant de manière écrite, textuelle que vocale. D'accord? Donc, bien important à ce niveau-là. Il y a plusieurs aspects aussi quand on parle de site web. Hein? Et là, on n'entrera pas dans le détail de la chose, mais au niveau des détaillants, c'est vraiment, on le voit là, quand l'étude a été faite par le CFRIO, c'était l'étude sur l'index du commerce électronique au Québec qui était sortie, la dernière édition, si je ne m'abuse, à début 2019. Les entreprises, quand on leur posait la question, c'est quoi qui vous empêche, là, selon vous, c'est quoi qui est important pour vos clients quand il est question du commerce électronique? Et le premier élément, et de loin qui sortait, c'était tout ce qui est lié au délai et à la rapidité de livraison. Et en deuxième lieu, une livraison gratuite ou à tout le moins à moindre coût. Donc, cet aspect-là est extrêmement important. C'est ce que les gens veulent savoir. Donc, cette information-là se doit d'être évidente sur votre site web. Si vous avez une livraison gratuite à partir de 100 $ ou plus, ça doit être extrêmement clair dans le menu de navigation en haut, dans les éléments, avant même de se rendre au panier d'achat. Parce que les statistiques à l'échelle mondiale sont unanimes. Les paniers d'achat, quand les gens entrent dans un panier d'achat, c'est 75 %, parfois même plus, mais en moyenne, 75 % des paniers d'achat qui sont abandonnés avant même que le consommateur ait conclu la transaction. Et une des grandes raisons de ça, c'est pourquoi? C'est parce que les gens ils veulent juste savoir ça va coûter combien, puis y a-t-il des frais de livraison. Puis comme cette information-là n'est pas explicite en amont, bien, il ouvre le panier d'achat, il commence à naviguer un peu, puis OK, non, c'est bien trop cher, donc je vais y repenser, puis je vais revenir plus tard, puis ils ne reviennent pas. OK? Donc, c'est bien important d'avoir cet aspect-là en tête, que les délais et la rapidité de livraison, c'est vraiment une des principales attentes des clients, à tout le moins quand on a posé la question aux entreprises, et aussi le facteur de gratuité. Vous voyez en troisième lieu quand même la facilité, simplicité pour commander. Donc, si je vais sur votre site web, ça prend 9 clics là, pour arriver à ma transaction. C'est pénible. OK? Donc, idéalement, là, on essaie de se rendre en 3 clics maximum. La règle du 3 clics, ça fait moins 15 ans qu'elle existe. Elle est toujours valide. On essaie de rendre ça le plus fluide et le plus simple possible. Question qu'on me demande souvent, écoute, y a-t-il un outil qui est meilleur qu'un autre? Et on pourrait en parler longuement. Il existe plusieurs outils. Du côté de la France, PrestaShop, très connu. Je vous dirais que le plus connu, probablement en termes de site web à l'échelle mondiale, c'est WordPress. WordPress est le moteur derrière un peu plus de 40 % des sites web à l'échelle mondiale. OK? Donc, des fois, les gens ne le réalisent pas, là, mais des sites comme eBay ou New York Times, ça, c'est monté sur du WordPress. Avec WordPress, ben, on doit utiliser un outil tel que WooCommerce, qui est un plugin là, qui fait le commerce électronique.
Les entreprises qui ne veulent pas avoir un site web à gérer avec des textes à rentrer, puis qui veulent essentiellement que faire du commerce en ligne, ben, la firme canadienne Shopify est celle qui a pris beaucoup d'ampleur, assez simple d'utilisation, et puis je vous dirais, fait quand même un excellent job pour une majorité d'entreprises. Après ça, ben, il va exister différents outils. Ceux qui ne sont pas fans de WordPress peuvent aller vers Joomla ou Drupal. Je vous dirais que c'est d'autres outils similaires qui sont des sites, des plateformes pour monter un site web. Leur avantage, c'est que la plupart sont en code source ouvert, gratuit. Ça veut dire quoi, un code source ouvert? Ça veut dire que tu travailles avec une agence, tu montes ton site en Joomla, Drupal ou WordPress. Tu n'es pas content après 6 mois, tu peux très bien partir, puis il y a plein de pigistes d'agences qui peuvent t'aider. C'est des plateformes ouvertes. Okay? Squarespace également. Squarespace a un petit peu moins de fonctionnalités, mais est un site quand même bien prisé également là, pour les entrepreneurs. Il y a Wix que j'ai mis de l'avant parce que Wix peut être intéressant, mais Wix est, selon moi, beaucoup plus limité dans ce qu'on peut faire. Je vous dirais que, je donne un exemple, mais un plombier là, qui veut avoir un site web uniquement avec les heures d'ouverture, comment on peut le contacter, puis un peu la ventilation des produits qu'il fait ou des services qu'il offre. Ça fait un job, c'est parfait. Mais dès que tu veux sortir du cadre un peu, qu'on veut faire de la personnalisation, mettre une nouvelle page avec les événements, on veut. Et ce n'est pas des sites non plus qui sont faciles à optimiser d'un point de vue SEO. On en parlait tout à l'heure qu'on peut être mieux avec les moteurs de recherche. Et les deux logos du bas, ben, Google Analytics et Yoast. Ben, Google Analytics, c'est un outil gratuit qui se greffe à n'importe quel site web, qui va vous fournir une intelligence d'affaires, donc des données sur qui sont les gens qui visitent votre site web, combien de temps ils passent, sur quelle page, est-ce qu'ils achètent. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on ne devrait pas se passer. Et Yoast SEO, c'est ce qu'on appelle un plugin, en bon français, un plugiciel qu'on ajoute à notre site web, par exemple WordPress, Joomla, Drupal ou d'autres, qui permettent soi-même de travailler son référencement, d'aller mettre les bons titres, les bonnes métadescriptions. Donc, je ne veux pas rentrer dans l'aspect technique de la chose, mais c'est un outil plus technique qui permet d'améliorer les performances auprès des moteurs de recherche. Donc, il y en existe évidemment plusieurs. Je vous dirais que ça, c'est le genre de truc, justement, si vous faites un programme d'accompagnement, où est-ce qu'on va regarder en fonction de l'ampleur de votre entreprise, du nombre de produits, services que vous avez, quelle plateforme serait la mieux adaptée. Mais, tu sais, ça peut aller, là, des fois, les gens me disent, Frédéric, ça peut coûter combien un site web? Bien, ça peut coûter 1000 $, ça peut coûter 100 000 $. Puis, anything in between, comme on dit. J'en ai vu dans la dernière année des gens qui sont fait des super beaux sites, des trucs à 4-5 000 $, puis d'autres qui ont dépensé 50 000 $ que je me dis, Colin, je pense qu'on aurait pu enlever un zéro, puis ça n'aurait pas fait grande différence. Il faut regarder les choses, dépendamment des objectifs qui sont petits, et aussi l'entreprise, l'industrie dans laquelle vous êtes. OK. Donc, ça, c'était le volet au niveau du site web. Le deuxième pilier, c'est l'infolette. Puis quand je dis pourquoi l'infolette, à la limite, c'est aussi tout ce qui est les bases de données qu'on veut gérer au fil du temps. Pourquoi c'est important d'avoir une stratégie, que ce soit un programme de fidélité, que ce soit capturer l'adresse courriel des gens qui viennent acheter quelque chose chez vous, c'est que les bases de données que vous allez vous construire vont vous appartenir au fil du temps. Hein, rappelez-vous, au tout début, quand je vous ai montré la trinité du marketing numérique, je vous disais que les médias sociaux, leur lacune, c'est que ça ne nous appartient pas. On est comme dans l'univers de Zuckerberg et d'autres, alors que sur nos médias sociaux, ça nous appartient. Okay? Pardon, sur notre infolette, sur notre site web, ça nous appartient. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que l'infolette, on construit des bases de données qui nous appartiennent au fil du temps. Donc, envoyer une communication électronique, ça va permettre, je vois, parce que je pense que j'ai vu passer un petit commentaire, je vais voir si c'est une question. OK, je pourrais y revenir tout à l'heure. Donc, communication plus intime, moins sociale. L'envoi d'une communication électronique se rend dans ma boîte de réception. Mettons, ce matin, vous suivez ce webinaire, bien, vous ne l'avez pas vu passer le tweet de Donald Trump de ce matin, grand bien vous fasse, mais vous n'avez pas vu non plus passer un commentaire d'un ami sur Facebook. Par contre, vous allez ouvrir votre ordinateur tout à l'heure, vous allez entrer dans votre boîte de réception, vous allez voir les 15 courriels que vous avez manqués, vous pourrez les regarder. Donc, cet aspect-là fait en sorte que les messages ont une durée de vie plus longue. OK? Donc, ça, c'est un aspect important à considérer. C'est aussi
On le remarque, les taux d'ouverture et de clics sont parmi les plus élevés de tous les moyens de communication numérique. Donc, que ce soit des taux d'ouverture. Récemment, je suis avec un client qui me dit j'ai envoyé une infolette récemment, j'ai du 40, 50 même du 60 de taux d'ouverture. Essayez d'atteindre 60 des gens qui suivent votre page Facebook. Bonne chance. OK? Donc, ça demeure encore un outil, lorsqu'il est bien utilisé, qu'il est utilisé de manière stratégique, qui est parmi les plus efficaces de l'arsenal du marketeur aujourd'hui. Et ça, là, haut la main, demandez à n'importe quel marketeur, il va vous le dire, une bonne infolette, des bonnes bases de données, c'est anytime, on va prendre ça au-dessus d'un investissement sur les médias sociaux. Évidemment, comme je disais tantôt, une chose n'empêche pas l'autre. OK? La capture d'adresse courriel va se faire à différents endroits. Donc, ça peut être quand la personne a acheté un élément, un rappel de dire, par exemple, dans l'hôtellerie ou le tourisme, on dit hey, ça s'en vient, tu as réservé quelque chose, c'est demain, ou dans les spas ou dans les services de professionnels, on dit votre rendez-vous est demain ou après-demain. Ça permet de renforcer. Si la personne doit annuler, bien, au moins, vous pouvez remplacer par quelqu'un d'autre. C'est pour aller chercher de l'intelligence également au niveau des sondages post-achat. Les sondages peuvent mener à des avis ou commentaires qui sont laissés en ligne. Dans certains cas, on va faire des concours pour générer des résultats, générer donc des données. On va parfois même, en fait, moins cette année, mais il fut une époque où on pouvait participer à des foires commerciales, des salons consommateurs. On pouvait collecter des cartes d'affaires. Donc, ces gens-là, on peut leur parler. Évidemment, on va voir dans quelques instants qu'il faut rester conforme à la loi C-28, bien sûr. Quand on envoie les communications, bien important de se soucier du timing. Donc, quand est-ce qu'on envoie nos communications? Et vous m'excuserez si le visuel est en anglais, je ne l'ai simplement pas trouvé en français, mais GetResponse là, nous donnait cette statistique-là dans la dernière année où essentiellement le quart des courriels qui sont envoyés, ça va être ouvert dans la première heure. Okay? Donc, le timing est extrêmement important. Est-ce que c'est le mardi matin 8 heures que vous faites l'envoi de votre courriel promotionnel? Est-ce que c'est le jeudi après-midi vers 6 heures? Bien, il y a une seule manière de le savoir. Vous devez faire des tests, vous devez segmenter dans vos bases de données parce qu'on voit là, que dans le temps, plus un courriel devient vieux, bien évidemment, moins il y a de chances d'être ouvert, mais il n'est pas inhabituel de voir justement des courriels ou des infolettes qui sont ouvertes une semaine ou deux. Les gens qui sont partis en vacances pendant une semaine, à leur retour de vacances, ils vont aller regarder leur courriel et donc, il y aura quand même, vous disais tantôt que c'est une communication plus intime, ça demeure dans la boîte de réception jusqu'au jour où vous allez la supprimer. Donc, il faut quand même prendre une action pour la supprimer versus sur les médias sociaux notamment où les messages finalement disparaissent parce qu'il y a une telle abondance qu'on passe au prochain appel, comme on dit. Je mentionne aussi souvent que les efforts qui sont faits sur les envois d'infolettes se doivent d'être arrimés avec ce que vous faites sur les médias sociaux et ailleurs. Je prends l'exemple à droite de The Reitmans, la boutique, le détaillant, donc mode, qui utilisait une pub dans Facebook pour dire « Mesdames, inscrivez-vous à nos offres ». Donc, c'était vraiment une pub pour inciter les gens sur Facebook à s'inscrire à leur infolette. Au même titre que le casino Grey Rock au Nouveau-Brunswick qui disait sur Facebook à ses utilisateurs « Hey, savez-vous, on est sur Instagram, allez nous suivre, on a un concours ». J'ai vu, je pense que c'est Simon récemment qui faisait la même chose, qui annonçait sur son Facebook d'aller lire un article sur son blog. Sur le blog, on pourrait très bien aussi dire hey, en ce moment, on a un article, on a une entrevue avec quelqu'un ou on incite à un concours sur Facebook. Donc, quand on dit croiser avec les médias sociaux, c'est que les efforts sur les infolettes doivent être en synergie avec ce qu'ont fait ces médias sociaux. Les médias sociaux peuvent renvoyer ce qui se passe sur le site web. Le site web peut renvoyer ce qui se passe au niveau de l'infolette. Donc, il faut regarder tout ça, non pas en silo, mais comme des actions qui vont. Il y a un certain maillage qui se fait. À un point tel que des fois, quand je m'assois des fois avec des clients et on regarde leur stratégie de contenu, une des grandes craintes que j'entends souvent, c'est hey, ça fait beaucoup de contenu à rédiger, ça, M. Gonzalez. Et dans les faits, quand on a une bonne stratégie et qu'on s'y prend comme il faut, ce n'est pas plus de contenu qu'on a à générer. C'est que le même contenu, tu vas être capable de le découper en 5 et l'envoyer à 5 différents endroits. Fait que l'article de blog que tu as fait, qui est intéressant, qui est une entrevue avec l'entrepreneur ou l'employé que ça fait 20 ans qu'il travaille pour vous, d'un point de vue marketing RH, c'est super. Tu en parles sur ton Facebook, tu pointes vers l'article qui est sur ton blog. Dans ton infolette dans 2 semaines que tu envoies à tes utilisateurs, tu réfères à cet article-là. Tu vas en parler sur LinkedIn avec un lien vers l'article. Donc, le même morceau de contenu, si on veut, qui est une entrevue avec un employé, par exemple,
on va être capable de l'exploser, de l'envoyer sur différentes plateformes. Donc, quand on dit croiser les médias sociaux, c'est un peu ça aussi qu'on veut dire, et l'infolette en est une partie importante. Je vous mentionnais quelques petits instants la loi C-28. Donc, important quand même de s'y conformer. Une loi qui est devenue en vigueur à l'été 2014 et essentiellement, ce qu'on demande, c'est d'avoir le consentement exprès ou le consentement tacite afin de pouvoir envoyer des communications. C'était des bonnes pratiques qui étaient en vigueur depuis des années, mais aujourd'hui, on a encadré le tout au niveau de la loi. Et le consentement exprès, donc, c'est qu'on, autant que possible, on va vouloir avoir la permission de la personne. Donc, si elle achète quelque chose, elle est à la caisse enregistreuse, voulez-vous vous inscrire à notre infolette, vous allez recevoir, on vous envoie une fois par mois nos offres exclusives. La personne dit, bah, sure, pourquoi pas? Bien, vous l'inscrivez et là, elle est dans vos bases de données ad nauseam. C'est-à-dire que tant qu'elle a toujours la possibilité de se désinscrire, il n'y a pas d'expiration à ça. Cependant, le consentement tacite, c'est toute relation d'affaires en cours. Donc, vous avez le droit de parler avec toute personne qui a eu une transaction avec vous au cours des 2 dernières années. Ça, souvent, les gens disent, ah, OK, je ne pensais pas, je pensais que c'était juste les gens avec qui j'avais le consentement exprès. Donc, on a 2 sources de consentement, là, tacite ou exprès, de gens à qui on peut et on doit communiquer nos offres, ce qui se passe avec notre entreprise, est-ce qu'on est ouvert dans le contexte actuel. L'important, c'est ce qui se trouve au centre, c'est qu'il faut qu'il y ait une forme de conservation des registres. C'est pour ça que souvent, on va justement travailler avec certaines ressources que je vais vous montrer dans quelques instants, qui sont ici. Parce que si vous faites vos envois de courriel là, à partir d'un chiffrier Excel, là, c'est un peu plus difficile de faire la gestion des gens qui s'abonnent et qui se désabonnent. Donc, c'est pour ça que souvent, on va travailler avec les MailChimp de ce monde, des entreprises québécoises telles que Cyber Impact ou Dialogue Insight, que je vous suggère fortement. Tous deux ont des bureaux à Montréal et à Québec. Et sinon, ben, MailChimp, c'est parce que c'est le plus connu, mais ce n'est pas forcément le meilleur. Il y a une belle interface au niveau de son graphisme. Il y a de beaux gabarits qu'on peut utiliser, mais Campaign Monitor, Cake Mail, Constant Contact, ce sont toutes des plateformes qui permettent de faire des envois à peu de frais. Évidemment, il y en a qui peuvent être plus chers que ça. Je ne les ai pas mis dans cette page-ci. Si on rentre dans les Infusionsoft et HubSpot de ce monde, on peut aussi le faire, mais vous avez là certaines ressources, certains outils qui pourront vous être utiles dans l'envoi de vos infolettres. Excuse-moi, Frédéric, on a 2 questions en lien avec l'infolettre sur le chat. Je ne sais pas si tu les as vues. Le premier, c'est par rapport au taux d'ouverture. Quelle est la bonne norme sur laquelle se référer? Puis la deuxième, c'est en termes de pratique, quand les gens s'abonnent, est-ce qu'il est de coutume de leur envoyer un courriel de confirmation? OK. Moi, c'est autres que je viens de remarquer, justement, je n'avais pas vu passer. Peux-tu me répéter? La première question, les taux d'ouverture, tu me répéteras la deuxième dans quelques instants, mais la première, je fais des formations sur tout ce qui est envoi de courriel, ça dure une demi-journée. On s'entend que là, on a vraiment survolé, mais il existe des études annuelles qui vont vous donner les meilleurs, les taux d'ouverture moyens. Ça varie énormément par pays et par industrie. Fait que, très difficile de répondre comme ça, parce que dans le commerce de détail, je sais que le commerce de détail en général, puis consumer goods, ce qu'on appelle le CPG, là, Customer Products and Goods and Services, là, parmi les résultats les plus faibles, on est dans les 14, 17, 18 de taux d'ouverture, puis les taux de clic vont être dans les 2-3 mais il y a une médiane, puis on voit les plus forts et les plus faibles par industrie, par pays. Moi, il n'est pas inhabituel de voir que dans le domaine touristique, tout ce qui est hospitalité, restauration ou autre, c'est plus de l'ordre du 20-23 Dans le domaine de l'éducation, par exemple, au niveau d'un cégep ou autre, on voit des taux beaucoup plus élevés. On est plus dans les 30 mais ceci étant dit, ça dépend beaucoup de la fréquence. Un détaillant qui n'envoie, dont j'accompagne un détaillant du côté de Québec, justement, eux autres, ils font du 50, 55, 60 de taux d'ouverture, mais ils envoient juste 6 fois par année. C'est toujours des promotions exclusives, les gens ils ont hâte de recevoir leur infolette. Donc, très difficile de donner comme ça là, un chiffre magique, de dire ah, 25 c'est un bon chiffre. C'est vraiment très variable par industrie et aussi de la manière que vous utilisez la fréquence. Quand on utilise justement des outils comme MailChimp, souvent, vous allez définir votre entreprise et votre industrie et ils vont vous donner la moyenne. Donc, si tu fais des envois et tu es à 18 ou 20 de taux d'ouverture, ils vont te dire, ouais, mais d'autres entreprises de ton industrie sont habituellement à 13 Donc, c'est un petit peu mieux que la moyenne. Donc, j'espère que ça répond en partie à la question qui avait été faite. Et la deuxième question, Frédéric, c'était quoi?
Donc, Émilie Renaud nous demande si donc c'est une bonne chose que d'envoyer un courriel pour confirmer l'abonnement. C'est-à-dire, si un client s'abonne à son infolettre, est-ce qu'elle devrait lui envoyer un courriel pour lui confirmer qu'elle s'est bien abonnée à l'infolettre? C'est une bonne pratique. Ce qu'on appelle le double opt-in, c'est-à-dire que que la personne s'est inscrite. Euh, en fait, ça vient vraiment confirmer, parce que des fois, je vous donne un exemple, des fois, ça va se faire en boutique. Tu dis, je vais vous inscrire. Mettons, j'étais dans une boutique l'année passée, la personne disait, ben, si vous inscrivez à l'infolette, M. Gonzalo, on vous offre tout de suite 10 sur votre facture d'aujourd'hui. Après ça, vous pourrez toujours vous désabonner. Tu sais, c'est la manière qu'ils te vendent ça, c'est, ah, ben oui, pourquoi pas. On ne se désabonne jamais. Tu sais. Donc, c'est ça. Ben, la bonne pratique, c'est que si je reviens chez moi ou j'ouvre mon téléphone en sortant de la boutique, puis je vois le truc qui me le reconfirme, si je ne clique pas dessus, puis je dis, ah, finalement, j'ai changé d'idée, j'ai juste pris mon 10 bien, c'est une bonne chose à un certain point parce que tu veux avoir des gens qui veulent vraiment être dans ta base de données. Donc, la personne, c'est vraiment, elle a confirmé l'inscription, ça fait en sorte que tu auras une base de données de plus haute qualité. Ça a été largement démontré à plusieurs reprises. Voilà. Alors, attends une petite seconde, je vois que qu'en est-il de la confidentialité des données, de la base de données? Ben ça, c'est sûr que les bases de données, quand on travaille avec ces outils-là, les merchants PO, ça vous appartient. C'est tous des outils qui sont quand même conformes aux normes, les standards les plus élevés. Alors après ça, il faut voir là, les termes et conditions de chacune des plateformes. C'est pour ça que certaines entreprises gouvernementales ou autres préfèrent utiliser des plateformes plus robustes, comme Dialog Insight, comme HubSpot ou Infusionsoft. Mais en général, le souci de la confidentialité est au cœur quand même de ces entreprises-là. C'est leur raison d'être. J'aurai l'occasion de revenir quand même aux autres questions parce que je vois que le temps file. Je vais être sûr de pouvoir tout couvrir. Puis on va s'assurer de répondre à toutes les questions que je n'aurai pas eu le temps d'adresser. Parce que je veux quand même parler un petit peu des médias sociaux. Juste voir au niveau de mon timing, si ça va bien. Donc, vous voyez à l'écran, je vous dirais les gros joueurs. Il y en a d'autres, bien sûr. Vous avez des jeunes dans votre entourage qui sont sur Twix ou sur d'autres, Twitch, pas Twix, Twitch. Et il y a d'autres médias sociaux qui ne sont peut-être pas à l'écran, surtout du côté de la Russie, de l'Asie, avec Line notamment, ou en Amérique latine. Mais je vous dirais au Québec, en Amérique du Nord, ce sont les gros joueurs. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Snapchat et TikTok. Puis à la limite, les deux sur la droite, là, avec un léger bémol, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que on est vraiment dans un contexte où est-ce que c'est la découvrabilité de vos produits et services qui passe par les médias sociaux. Je vais tout de suite crever, à la limite, la bulle, si c'est le cas, mais des fois, les gens disent, ah, mais j'ai vu qu'on peut faire une boutique sur Facebook, sur Instagram. Oui, j'ai aidé deux clients hier à monter leur boutique Facebook, Instagram, puis dans certains cas, certains détaillants, là, ça devient un moteur qui peut être intéressant. Mais pour une vaste majorité, on découvre le produit. On voit passer dans son fil, on voit passer dans une story un truc. Hey, wow, ça donne l'air beau, cette robe-là, ça donne l'air le fun, cette activité-là. On voit des choses, mais souvent, après ça, on va aller visiter le site web, on va peut-être appeler et on va faire l'achat, puis on ne le sait pas. Initialement, l'étincelle, c'était une publication Facebook. Donc, c'est important de comprendre ça, que c'est surtout un outil qui permet la découverte ou la découvrabilité d'une entreprise, d'un produit, d'un service. Les deux statistiques que vous avez là, c'est une étude qui a été faite à l'échelle nord-américaine début 2019 et 68 des utilisateurs disaient avoir découvert un produit ou service sur Facebook et 59 c'était sur Instagram ou Pinterest. Pinterest peut paraître un peu étonnant parce qu'au Québec, on est un peu moins adepte, mais du côté des États-Unis, sont un peu plus portés sur la chose. Mais je dirais Instagram à retenir. Et d'ailleurs, j'amène votre attention sur c'est quoi qui tire fort au Québec. Alors, le CEPRIO fait des études depuis plusieurs années. Malheureusement, en juin 2020, ils ont annoncé la fin de la publication des net tendances qui faisaient donc ces études-là sur le comportement électronique des adultes québécois. J'ai cru comprendre qu'à partir de cet automne, il y aura, je pense, c'est une autre entreprise qui va reprendre les cahiers net tendances. Mais en attendant, les dernières études qu'on a remontent donc à l'été 2019 et c'était du data de 2018. Et ce qu'on voit, c'est que c'est Facebook qui est numéro 1 et de loin. YouTube arrive numéro 2 tout juste, mais
je pense que vous serez d'accord avec moi que YouTube n'est pas un média social à proprement parler. C'est-à-dire que on y héberge des vidéos, bien sûr, mais il n'y a pas d'échange en tant que tel. Alors, si on veut l'approche plus puriste, je dirais que le numéro 2, donc, c'est Instagram. Et les derniers chiffres qu'on voit à l'été, quand on a regardé en 2018, on voyait la progression là, déjà par rapport à 2015, assez fulgurante. On était à 24 et moi, les chiffres que je vois aujourd'hui en 2020, là, qui circulent à l'échelle nord-américaine, on serait aux alentours de entre 35 et 40 ce qui est énorme. Donc tu as Facebook qui est à peu près 70 des adultes québécois et Instagram qui serait grosso modo 40 et tu as tous les autres, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, WhatsApp, Twitter et compagnie, qui sont vraiment plus dans la niche. Pas qu'ils sont inintéressants, mais sont beaucoup plus nichés. Donc, ce n'est pas des audiences vastes. Alors, si on parle de médias sociaux généralistes, pour ça que souvent on va dire Facebook, Instagram, ils s'adonnent qu'appartiennent à la même entreprise. Donc, c'est pour ça souvent qu'on dit que Facebook est un peu un incontournable. C'est pour ces raisons-là. Et Facebook, ce n'est pas juste justement pour la vente, ou en fait, c'est tout sauf, mais on est capable d'avoir différents éléments. Je vous donne un exemple ici, la boutique Equinox, un magasin de vêtements dans les Laurentides. Si j'arrive sur la page d'accueil, je vois ça. Donc, tout de suite, j'ai un gros bouton bleu qui me dit « Envoyer un message ». Donc, j'ai une manière de pouvoir contacter ces gens-là via Messenger qui peut-être est ce qui va m'intéresser. Mais je peux le changer, ce bouton-là, soit dit en passant. Ça aurait pu être un appeler, envoyer un courriel. C'est un bouton qui se modifie. Il y a ensuite eu le petit pop-up qui est sorti justement à la fenêtre de conversation de Messenger avec est-ce que c'est disponible l'article? Est-ce qu'on peut personnaliser ces questions-là qui font en sorte qu'on initie la conversation sans encore ça se gère via vos paramètres de page. On voit qu'ici, ils ont créé une boutique. Donc, dans la boutique, il y aurait des produits et services. Probablement pas ça qui fait exploser la caisse enregistreuse, mais c'est un endroit de plus où je peux découvrir les choses et, bien sûr, en publiant des contenus. Donc, ici, récemment, ils publiaient « Voici, nos collections d'automne sont arrivées. » Ben, ils vont le faire sur Instagram aussi, je présume, mais ça fait en sorte qu'en l'espace de 30 secondes, j'arrive sur leur page, il y a 4 différents endroits où on me sollicite, où je suis capable d'avoir l'information sur les produits et services d'une entreprise. Donc, il faut l'utiliser. Ça peut devenir donc un endroit pour gérer la conversation, animer une communauté, aller chercher des idées sur une prochaine collection, inciter à la vente. Donc, on voit que Facebook, c'est pas, quand on dit les médias sociaux, ça ne génère pas des ventes, ça génère la conversation, c'est une gestion de communauté et ça, c'est particulièrement vrai pour Facebook. Intermiel, je suis allé sur leur page et du côté de Mirabel et je vois, ils ont une boutique, puis on voit qu'il y a moyen de faire quelque chose de beau, là, une belle photo de couverture. Après ça, on voit les différents produits qu'ils vont vendre en boutique. Donc, là encore, je vois ça, peut-être que je vais le commander sur Facebook. Je vais plutôt dire, j'ai une amie à Montréal, si tu peux aller m'en commander, m'en acheter, la prochaine fois que je descends, je vais aller les chercher, ou je vais commander en ligne, ou je vais les appeler. Bref, ça devient une manière encore de découvrir des produits. Et c'est une des manières, évidemment, sur Facebook, il y a toute une gestion qui peut et doit se faire, mais on voit que c'est, au niveau de la découvrabilité, c'est vraiment par là que ça passe. C'est la même chose pour Instagram. Je regardais, vous en avez certainement vu, des boutiques. Donc là, mettons, je trouve Les Effrontés, qui est un commerce de détail. Je vois donc leur site web, c'est dans bilingue, et c'est marqué « Voir la boutique ». Hein, sur le visuel de gauche, je clique sur « Voir la boutique » et c'est le visuel au centre qui me montre que c'est mon style courant. Ah, OK, fait que ça pourrait être intéressant. Je pourrais afficher l'article ou je vais voir dans leur publication. Et dans leur publication, comme leur boutique a été activée, bien, on voit le petit icône là, une espèce de sacoche. Là. Si je clique dessus, bien, ça va m'identifier les produits qui sont dans ce visuel-là. Peut-être que ce qui m'intéresse, ce sont les souliers, ce sont peu importe, les produits qui sont dans le visuel. Et ça, de plus en plus de détaillants utilisent Instagram, Facebook, Pinterest et autres comme outils non seulement de découverte, mais dans certains cas, ça peut même être un générateur de vente. Et c'est ce qu'on se doit de comprendre et mettre en place afin justement d'atteindre toutes les clientèles possibles auxquelles on veut s'adresser. Évidemment, on ne peut pas omettre les outils qui sont, on n'est pas dans les médias sociaux à proprement parler, mais c'est plus des places de marché où est-ce qu'on pourra également découvrir vos produits et services. Google étant le moteur mondial, on en a parlé. Amazon, qui demeure, selon les études même de l'index commerce électronique au Québec, le plus fort joueur. Et bien, il sera intéressant de voir là, le panier bleu, qui, comme on le sait, a pris naissance dans la foulée des événements cette année
Est-ce qu'il y aura un volet transactionnel? C'est l'intention de voir est-ce que ça peut devenir un générateur de trafic vers votre site web, voire même un générateur de vente. Bien, on va laisser la chance au coureur, mais certainement avec, encore une fois, toute la mouvance d'achat local, certainement un aspect sur lequel on va vouloir aller mettre de l'emphase. Et donc, pour revenir au site de partage d'images, ça, c'est un autre bel exemple. Alors, moi, si je vais sur Instagram, OK, et j'utilise, mettons, le mot Poterie Québec, bien, je cherche ça, Poterie Québec, et j'ai découvert deux éléments. Un, j'ai découvert le hashtag qui existe. À droite, il y a le hashtag, mais avant ça, j'ai découvert un compte qui s'appelle Poterie Québec. Et en cliquant dessus, je vois que les différentes productions que cet artisan, cet artiste a faites avec possibilité de livraison et autres. Donc, on voit tout de suite, c'est visuel, on vend des éléments, ça a l'air beau, je vais les contacter et je pourrais faire livrer si les termes et conditions là, de livraison et les délais me satisfassent. Par contre, si je vais à droite, en même temps, je vais voir en utilisant le fameux hashtag. Des fois, les gens disent à quoi ça sert? C'est un mot-clé. En bon français, si on suit l'office, c'est un mot-clic. Le hashtag, c'est donc un mot-clé qui permet de découvrir des contenus médias, donc une photo, une vidéo, qui a utilisé ce mot-clé-là dans sa publication. Donc, si je regarde ça, je regarde une image en particulier, je vois celle-ci, et Brigitte Thériault, qui est une artiste, qui parle de ses œuvres d'art. Elle est basée, si je ne m'abuse, à Charlebourg. Donc, je ne la connaissais pas. Moi, je l'ai découverte en faisant une recherche avec le hashtag Poterie Québec. Et je vois que quand elle a fait cette publication-là, vous voyez, elle a utilisé une série d'autres hashtags, donc Pottery, Poterie Québec, plantes, céramique, poterie, céramiste. Donc, si moi, c'est ce genre, j'ai un intérêt envers ça. Il y en a d'autres, c'est la photographie, d'autres, c'est le voyage, d'autres, c'est, OK, selon votre champ d'intérêt, on va découvrir des images, mais aussi des gens qui publient sur Instagram, notamment avec ce type de visuel-là. Et c'est un peu le même exercice qui se fait sur Pinterest. Pinterest, j'en parle quand même un petit peu parce que je trouve ça intéressant. Pinterest, pour ceux qui connaissent moins, c'est le principe du scrapbooking. Hein? C'est donc 2.0. Donc, on se crée des babillards ou des tableaux dans lesquels on épingle des contenus, des visuels, selon, donc ça peut être mode, de l'artisanat, des constructions, des rénovations à la maison, un paquet donc de sujets. Et on va trouver des contenus. Et ces contenus-là, par exemple, si je clique sur l'image, mettons, j'avais mis fromagerie Laurentide. Donc, c'est ça que je cherche. Si je vois sur où c'est marqué All Pins, je vais trouver des visuels qui réfèrent à ces termes-là. Je vais trouver des tableaux qui réfèrent à ces termes-là. Je vais trouver des gens qui ont publié avec ça en tête. Donc, vous voyez les deux filles qui sont là. Ce sont nos deux amis de terroir, terroir et saveur, oui. Sinon, moi, si c'est, je ne sais pas moi, le voyageur fromage d'ici, si je clique sur le visuel, ça va m'amener au tableau où c'est affiché. Si je clique dessus, ça va m'amener au site web où se trouve ce visuel-là. Donc, Pinterest et des plateformes comme celle-ci peuvent agir comme générateur de trafic, donc ce qu'on appelle du trafic référent vers votre site web. Donc, on voit comment on tisse une toile en allant non seulement gérer notre présence sur notre site web, mais et en envoyant des infolettes auprès de nos bases de données, en ayant des visuels sur les médias sociaux avec un compte qu'on gère sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, ça devient d'autres manières d'aller planter des petites graines à gauche et à droite qui vont faire en sorte que, si on veut, ça va faire mordre. Les gens vont dire, ah, tu sais, ça a l'air intéressant, ils vont découvrir notre produit, notre service, et c'est ainsi qu'on arrive à donc avoir une présence qui vaut la peine. Je vais terminer avec les ressources qu'on peut utiliser pour gérer une présence sur les médias sociaux. Il y en existe évidemment plusieurs. Je vous dirais que Hootsuite et Sprout Social sont connus comme étant des outils pour gérer plusieurs comptes. Si on veut on est sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, et on veut publier simultanément, gérer multi-comptes, ça vaut la peine. Later, Agorapulse sont plus des outils qui permettent de gérer Instagram et Facebook notamment, mais aussi de faire la cédule, programmer des publications. Asana, lui, se spécifie justement dans gestion de calendrier, parce que c'est un des éléments qui va vous sauver dans tout ça.
parce que là, je vous ai lancé toute cette information-là ce matin. Vous dites, ouf, on part par où? Souvent, le gros élément, la bouée de sauvetage, ça va être d'avoir un calendrier d'action. Et Asana, évidemment, il y a des outils gratuits hein, comme Google Drive ou Chiffrier Excel, ça fait très bien le travail aussi. Mais ça permet de bien visualiser pour les prochaines semaines qui s'en viennent. Vous savez, on est à X semaines de l'Halloween, à X semaines de Black Friday, à X semaines de Noël. Et dans ce contexte-là, on veut se préparer. Donc, quand est-ce qu'on envoie l'infolette? Quand est-ce qu'on publie sur Facebook et Instagram? Quand est-ce qu'on met un nouvel article sur notre blog? Donc, ça va vous aider. Et Canva, pour ceux qui ne connaissent pas, est un outil très, très utile et prisé par les PME qui permet de faire la mise en page. Alors, évidemment, les graphistes vont utiliser Photoshop ou vont utiliser des outils, là, Illustrator notamment, mais Canva, pour vous et moi, là, où on n'est pas très adepte, ça permet de faire des beaux petits visuels qui vont avoir le bon format pour votre image de couverture, mettons LinkedIn ou Facebook, ou faire une petite infographie. Donc, des fois, là, demande un minimum de manipulation pour faire des beaux visuels. C'est gratuit. Et puis, vous pouvez après ça acheter, mettons, des fois, il y a des images qu'on peut acheter pour 2 $, 3 qui permettent d'aller bonifier. Tu sais, des fois, on n'a pas la bonne image qu'on aimerait mettre, mettons, avec les couleurs d'automne, mais on va faire un beau visuel. Bien, il existe des photos libres de droit qui sont soit gratuites ou qu'on achète vraiment à prix modique. Donc, c'est quelques outils qui vont vous aider. Moi, personnellement, j'ai longtemps utilisé Hootsuite en format payant. Maintenant, je suis en format gratuit seulement parce que j'utilise moins, vu que je suis moins sur Twitter. Alors que Later, je l'utilise beaucoup pour faire ma gestion de Instagram. Ça m'aide à ce niveau-là. Mais soyons honnêtes, de plus en plus, Facebook va pousser à utiliser sa propre plateforme pour générer des contenus. Et on l'a vu dans les dernières semaines avec la nouvelle plateforme qui a été mise en place. On vous force pratiquement à utiliser les outils de publication Facebook. Et avec le Creator Studio, qui est une fonctionnalité au sein de Facebook, on est maintenant capable de gérer autant Facebook qu'Instagram à partir de son ordinateur de bureau dans Facebook, dans ses outils de publication, incluant la planification de publication dans Facebook et Instagram. C'est nouveau. On peut même programmer des stories dans Facebook et sous peu, on dit qu'on pourra le faire sur Instagram. Donc, souvent, les gens me disent, Frédéric, est-ce un outil qui est vraiment de best pour Facebook? Oui, Facebook. C'est ça la réponse. Pour les autres, Instagram, Pinterest, Twitter, il y en existe. Vous en avez quelques-uns à l'écran, mais il en existe quand même une panoplie. Donc, présence dynamique sur le web, ça ne se résume pas qu'à un seul aspect, mais plutôt de vraiment bien comprendre l'ensemble de l'écosystème. C'est pour ça qu'il faut bien réaliser ces aspects-là. Il y en a qui sont très, très forts sur les médias sociaux, font à peu près rien au niveau de l'envoi de courriel, puis ont un site web archaïque. Vous n'êtes pas dans un bon endroit. Vous avez un site web incroyable, mais vous n'êtes pas du tout présent sur les médias sociaux, puis vous ne faites pas d'envoi de courriel, ça ne va pas mieux. Vous avez une super base de données de courriel, votre site web est correct, puis vous ne faites pas de médias sociaux, c'est pas mieux. Donc, il faut vraiment essayer de travailler et d'avoir une présence ou comprendre les possibilités sur ces 3 piliers-là pour faire en sorte que vous allez avoir une présence optimale sur le web et les médias sociaux. Alors, j'ai vu passer plusieurs questions et on va y arriver. Je vous rappelle que c'était ce matin, là, c'est grâce à la contribution de la Corporation de développement économique, de la MRC des Laurentides, de la MRC des Pays d'en haut, le gouvernement provincial du Québec et la SADC des Laurentides. Je vais prendre les questions, commentaires et après ça, il y aura Sarah et Sylvie qui viendront vous entretenir là, des programmes qui sont pertinents au niveau du CQCD et des 2 MRC, justement des Laurentides. Alors, on va y aller avec les questions-réponses. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le sharing à ce stade-ci et je vais aller voir dans les questions-réponses en espérant que je n'en ai pas oublié. Alors, Frédéric, tu as une question par rapport aux médias traditionnels. Stéphanie Latreille te demande finalement ce que tu en penses, Oui. journaux ou télévision. J'imagine qu'il y a des médias régionaux aussi qui peuvent offrir ce type de plateforme. On pourrait y ajouter la radio aussi. Alors, qu'est-ce que tu penses des médias traditionnels? C'est une excellente question. Moi, je suis un gars, bon, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais tu sais, je suis de la génération X, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai connu le placement média traditionnel. Je ne suis pas quelqu'un qui est né dans le web. Mais ça fait, on s'entend là,
depuis que le web est web, puis les médias sociaux, que je baigne là-dedans. Alors, j'ai connu les deux univers. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui est 100%, il faut tout ça sur le web, puis les médias traditionnels, ça ne vaut rien. Non. C'est vraiment un enjeu, je vous dirais, de budget. Parce que dans certains cas, et c'est particulièrement vrai en région, il y a certains médias, je pense à des radios locales avec un client là, du côté de Charlevoix, l'hebdo charlevoisien, là, c'est élu. Fait que, pour une certaine clientèle, c'est fabuleux. On revient encore à la question, c'est qui le lecteur d'hebdo charlevoisien dans ce cas-là, ou si c'est le journal qui va avoir des Laurentides ou la radio locale, c'est qui l'audience qui est là? Et quels sont les moyens que vous avez? Alors, pour donner un autre exemple, bien, moi, c'était un client qui était du côté du Bas-Saint-Laurent, qui faisait une campagne, il pensait en mars-avril de faire de quoi. Il dit, bien, ma radio locale m'a fait une proposition, écoute, pour 5 000 j'aurais trouvé intéressant pendant 2 semaines avant le relâche. OK. Mais c'était 2 semaines, c'était très pointu, puis aucune manière de mesurer si ça va-tu être bon pour payer. Bien, regarde, on s'est viré de bord. On a plutôt fait une campagne, ça a coûté 150 sur Facebook. Elle a eu des résultats comme elle ne l'avait jamais vu. Alors là, évidemment, elle, après ça, dit, wow, mon Dieu. Et là, on rentre dans plus un dilemme éthique, OK? C'est-à-dire, tu t'encourages ta radio locale versus tu donnes l'argent à Facebook, le grand méchant américain. Il y a cet aspect-là. Puis après, il y a le côté, après ça, plus business. Tu as dépensé 150 pour générer de la business concrète téléphone sonné versus 5 000 pour quelque chose que tu le sais, ça fait quelques années que tu fais des efforts, puis difficile de le mesurer. Donc là, c'est vraiment une décision qui vous revient. Pour revenir donc concrètement à la question, oui, les médias traditionnels ont un rôle à jouer. Avoir un mix, des fois, on va utiliser les médias locaux, surtout si l'objectif en est un de notoriété, on veut laisser savoir aux gens qu'on est ouvert ou qu'est-ce qui se passe. Bien, des fois, petite campagne avec une radio ou un journal local, ça fera le travail. Mais souvent, les outils qu'on va avoir avec les médias, soit les médias locaux en ligne ou évidemment les grands, là, les GAFA de ce monde, les Google, Apple, Amazon, Facebook, vont vous permettre, là, je crois, d'avoir un résultat souvent beaucoup plus optimal à un moindre coût. Mais maintenant, il faut évaluer les deux aspects. Merci Frédéric. On a plusieurs questions en lien avec Facebook. Je vais essayer de te faire un résumé. Donc, il y avait les questions sur l'outil qui permet de gérer les publications sur Facebook et Instagram. Donc, la réponse qu'on a eue, c'est Creator Studio. Par contre, les gens se demandent comment on peut utiliser Facebook pour aller chercher des adresses courriels. De façon plus générale, on peut dire quand on a une présence sur les réseaux sociaux, est-ce que ça permet d'aller chercher les adresses courriels afin de nourrir notre liste d'envoi finalement pour l'infolette? Oui, c'est une excellente question. Puis c'est une question, évidemment, je ne suis pas allé dans le côté technique ce matin, j'aurais pu. Mais si je prends l'exemple de Wrightmans, là, alors ça, c'est quand on crée une publicité dans Facebook, il existe un objectif publicitaire qui est génération de pistes de vente, que ça s'appelle exactement. Ça a changé plusieurs fois. Donc, lead generation en anglais. Donc, génération de pistes de vente. Et ce qu'on fait, c'est que ça va remplir un formulaire. Et là, à ce moment-là, ce qui est bien, c'est que comme tu es dans Facebook, souvent, ça va pré-populer déjà nom, prénom, adresse courriel. Donc, il y a moins de barrières à l'inscription. Et le seul truc, c'est qu'après ça, l'inscription va être dans Facebook, mais il faut aller la chercher et ensuite la téléverser, mettons, dans MailChimp ou autre. Donc, il existe des outils là, entre les deux qui peuvent faire une intégration pour parler pour les plus grosses entreprises. Ça s'appelle Zapier, souvent Z-A-P-I-E-R. Et Zapier, c'est une API qui parle à Facebook et parle à ta base de données, mettons, de MailChimp ou de CyberImpact, qui fait en sorte que dès que la personne s'inscrit, c'est tout de suite intégré dans tes bases de données. Donc, ça serait la manière. Sinon, il n'y a pas d'autre manière vraiment de générer des courriels. C'est pas vrai. Il peut y avoir à travers des concours. Alors, il y a des gens qui font un concours, genre, inscris-toi à tel truc. Et puis, si tu l'envoies 3 de tes amis par courriel, bien, tu augmentes de 3 fois plus tes participations au concours. Mais là, on va passer encore par une application tierce. La plus connue, c'est Woobox, W-O-O-B-O-X. Woobox, une application payante qui permet de faire des gestions de concours sur les médias sociaux, dont Facebook, et permet la capture de courriel. Donc, tu fais un concours, c'est bien, tu animes ta communauté et, au passage, tu génères des courriels qui évidemment, vont être payants pour toi après ça dans la foulée. Fait que, ça serait, je dirais, 2 manières de générer des courriels qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas accessibles gratuitement, facilement. Là, je mets tout de suite le bémol. On a une question de Mylène Roy qui nous demande, elle nous donne le cas de figure, ils viennent de lancer leur boutique en ligne sur Shopify.
Ils ont fait des publications sur les réseaux sociaux pour en faire la promotion, mais il y a peu de réponses pour l'instant. Est-ce que tu aurais des conseils quant à la promotion justement de leur boutique en ligne afin de générer du trafic, mais tout en respectant bien sûr leur liste d'abonnés? Là, ils ne voudraient pas les submerger de courriels ou d'envois. Oui, ben c'est sûr que si on a créé une nouvelle boutique, faut le laisser savoir à notre clientèle. Donc, évidemment, si on a des bases de données, ça va être le premier endroit où je vais regarder. Avoir une stratégie, là, pas commencer à, comme on dit, à avoir une pétarade d'envoi de courriel, d'aller de manière stratégique. Pour ça, effectivement, ça va être d'utiliser l'environnement publicitaire de Facebook, notamment. Quand on dit Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp, c'est Messenger, mais c'est aussi les réseaux d'audience de Facebook qui peut inclure Huffington Post, Météo Média et d'autres. Mais aussi, et je n'ai pas parlé concrètement ce matin, mais ça pourrait être aussi de la publicité numérique via Google, avec Google Ads, Google Shopping. Donc, quand les gens font des recherches pour le type de produit qu'ils vendent, ben à ce moment-là, ça va s'afficher dans les résultats de recherche avec les visuels. Mais ça, pour ça, faut avoir créé son compte dans Google Shopping et après ça, intégrer les produits et investir un minimum en faisant un ciblage. Donc, ça, je dirais que c'est une stratégie à regarder là, sur un moyen terme, d'articuler ça sur 3 à 6 mois, là, puis de voir, en fonction des budgets qu'on a et des chiffres d'affaires qu'on va atteindre, quelles sont les plateformes qui sont les plus efficaces. On ne place pas en pub sur Google pour les mêmes raisons qu'on place en pub sur Facebook. Donc, il faut déjà avoir ces distinctions-là. Là. D'accord, merci. Une autre question de Mylène Jonca qui te demande si tu as des hébergeurs que tu recommanderais, des hébergeurs canadiens. Là, j'imagine que c'est pour héberger un site web ou une boutique en ligne. Donc, est-ce que tu aurais des suggestions à ce niveau-là? Hey, c'est une bonne question, puis honnêtement, non, j'en ai pas comme ça qui me viennent à l'esprit. C'est quelque chose auquel on pourrait revenir là, suite à l'appel de ce matin, mais il en existe des dominants à Montréal pour les PME. Mais moi, c'est parce que honnêtement, je me suis jamais vraiment penché sur cette question-là parce que la plupart des clients avec qui je travaille ont déjà leur hébergeur. Puis moi, ben, c'est ma petite agence à Montréal qui a son propre hébergeur. Le seul truc que je vous dirais, c'est que de faire attention, parce que l'hébergement d'un site web joue également pour la vitesse de téléchargement et joue pour l'efficacité d'un site web. Donc, si on vous dit, hey, tu peux trouver un hébergeur pour, ça coûte 50$ par année, puis tu es dans l'info nuagique avec 150 autres personnes, bien, tu es un petit peu plus à risque, mettons, s'il y a un hacking qui se fait sur un des 150 autres, justement. Donc, d'avoir soit un site semi-dédié ou dédié va coûter plus cher, mais vous allez avoir une meilleure performance. Alors, ceci étant dit, pour voir, là encore, l'hébergement d'un site peut coûter 100$ par année, comme ça peut coûter 2500$ par année. Alors, il y a une question de capacité de payer et à ce moment-là, ça va. On faudra voir, mais je n'ai pas de nom à vous donner malheureusement. Bien, je viens de voir Liquid qui est suggéré par quelqu'un dans le groupe. Effectivement, c'en est un dont j'ai entendu souvent parler. Ça semble être un bon. Alors, tu as une autre question de Jacinthe Plamondon qui pose la question, puisque tu as abordé la question du budget, pour une campagne publicitaire avec Facebook Manager, quel serait un budget minimum à mettre par jour pour que ça ait un impact? Est-ce que tu as une suggestion à faire? Honnêtement, je préfère ne pas répondre à cette question-là parce qu'il n'en existe pas une tant que je ne sais pas c'est quoi l'objectif que vous visez, le ciblage que vous allez faire, l'entreprise dans laquelle vous êtes. Facebook, d'emblée, va vous dire que c'est 5 minimum pour certains types d'entreprises ou 1 c'est des OBNL. C'est le minimum. Mais si tu essayes de cibler Montréal sans aucun ciblage, c'est 3,5 millions de personnes. Ben, vas-y avec ton 5 mais tu ne feras pas. Alors que si tu as visé Saint-Jérôme, gens 35 ans et plus, gens intéressés dans le tricot et la courte pointe, tu es probablement avec une base potentielle de 3200 personnes. Peut-être que si tu mets une campagne de 20$ là-dessus pendant les 48 heures, tu t'atteins pas mal ton monde. Tu auras un impact. Fait que, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a trop de variables qui entrent en ligne de compte. Quand on conçoit la campagne, c'est là qu'on voit est-ce que j'atteins suffisamment de monde. Mais l'objectif aussi va être crucial. Si c'est de la notoriété, tu veux parler au plus de monde possible, tu n'auras pas les mêmes critères. Notamment, tu vas vouloir avoir le plus d'impressions possible, le plus de portée possible. Si c'est générer des clics vers un lien où les gens achètent quelque chose, ben, ça ne te dérange peut-être pas de payer 50 cents du clic, dans une pièce du clic, parce que tu es plus proche dans l'entonnoir des réservations de l'action concrète. Donc, vraiment beaucoup de variables quand on est en ligne de compte. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas répondre une espèce donner une réponse universelle à ça. C'est trop complexe. Désolé. On a une autre question en lien avec justement
l'écosystème. Daniel Vasseur qui nous dit si on a un site transactionnel, est-ce qu'on peut en même temps, est-ce que ce serait suggéré aussi de se créer un compte sur un site web de style Amazon Québec? Est-ce que tu as une recommandation par rapport à ça? Si vous avez un site transactionnel, c'est un peu le principe du panier bleu. Le panier bleu, c'est un répertoire. Si tu as un site transactionnel puis tu fais la meilleure job possible avec le référencement, c'est bien. Mais après ça, il n'y a rien qui vous empêche. Et même au contraire, vous voulez avoir d'autres sites qui pointent vers le vôtre ou encore où la transaction va se faire, quitte à ce qu'ils se prennent une commission. Je ne connais pas le modèle d'affaires sur Amazon à proprement parler, s'ils se prennent une cote ou pas. C'est pour ça qu'il y en a qui vont sur des marchés ou des places d'affaires comme Amazon ou ailleurs. Il y en a qui disent j'y vais pas parce qu'il est trop gourmand, c'est correct. Dans le domaine de l'hôtellerie, il y en a qui ne veulent pas aller avec Expedia, Booking, puis ils se prennent une grosse commission. Et en restauration, si tu deals avec Libro ou Bookenda, mais certains sites t'amènent une business que tu n'aurais pas eu par toi-même, donc tu es prêt à laisser aller une commission. Donc, avoir un site transactionnel, oui, tu fais le maximum pour générer de la réservation en direct, mais ça ne vous empêcherait pas, et même au contraire, je pense que c'est une bonne idée très souvent d'être présent sur d'autres sites transactionnels pour avoir un peu plus de diversification et atteindre des audiences que vous n'auriez pas atteintes par vous-même. D'accord. Gabrielle Lynn Ouellette avait posé la question pour toutes ces entreprises là, qui ont besoin d'aide technique. Oui. Est-ce que tu as une recommandation pour aller chercher quelqu'un à la pige pour modifier ou mettre à jour le site? Je sais que ça va dépendre de la technologie utilisée pour le site. Il existe plusieurs ressources sur Facebook. Je pense notamment il y a un groupe là, qui s'appelle Groupe de discussion pour les professionnels du web et des médias sociaux. Sinon, il y a Pige Québec, pigequebec.ca, je crois, où c'est des pigistes qui offrent des services de graphisme, de gestion de site web, de photographie, donc des pigistes, de tout, là, comptabilité, RH, nommez-les. Mais au niveau du marketing numérique, il y a quand même une belle offre. Puis de plus en plus, avec l'option télétravail, les derniers mois, on voit qu'il y a des gens qui proposent leurs services sur des plateformes comme celle-là. Et sinon, j'aurais envie de vous dire, puis je ne sais pas si Sylvie ou Sarah vont en parler, peut-être Sylvie, mais souvent les chambres de commerce locales, les SADC, ont accès à des ressources là, ou des agences donc locales. Des fois, ça peut être sympathique d'avoir quelqu'un, si on veut se faire une rencontre en personne, prendre un café pour discuter des choses. C'est mieux que d'avoir un pigiste qui se retrouve en Ontario, en France ou ailleurs. Là. Rien contre. D'après le timing, il reste 5 minutes donc à la période des questions-réponses. Je vois que Mylène Roy posé une question sur est-ce qu'on peut lui expliquer comment fonctionne une campagne de publicité sur Facebook. Je ne sais pas si ça prendrait trop de temps. Puis je sais qu'on donne des formations particulières sur ça, tellement c'est un sujet vaste. Je ne sais pas si en quelques mots, tu peux expliquer là, comment fonctionne une campagne Facebook, mais on s'entend. En quelques mots, honnêtement, je te dirais, ça va être ma plug du jour, mais sur frédéricgonzalo.com, on peut télécharger un livre blanc gratuit qui est l'ABC d'une campagne publicitaire Facebook. Après ça, vous verrez, mais effectivement, avec Frédéric, on a conçu une demi-journée, on a fait une formation qui peut-être sera encore offerte là, sur tout ce qui est publicité, Facebook et Google notamment. Parce qu'effectivement, je préfère, compte tenu du temps, là, je préfère donner du temps à, je pense qu'il y a Sarah et Sylvie qui veulent nous dire quelques mots, parce que en 30 secondes, je ne peux pas vous résumer la chose. Je suis capable de faire bien des choses, mais celle-là est un petit peu poussée. Ouais. D'accord. Il est 9h56. Sarah, Sylvie, je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole maintenant. Je ne vois pas de nouvelles questions. Alors, je veux juste mentionner un petit truc. Il y en a qui posaient la question sur les outils. Là, puis effectivement, là, dans Facebook, c'est le Creator Studio. Vous allez dans les outils de publication et vous allez voir Creator Studio avec les possibilités là, de faire des actions plus poussées dans Facebook et Instagram. Voilà. Merci tout le monde. Et puis, on donne la parole à Sylvie et Sarah. Merci, Frédéric. D'accord. Alors, oui, je prends la parole. Merci beaucoup, Frédéric. Écoute, j'ai adoré ta présentation. C'était tellement terrain avec des explications très, très précises. Je te remercie parce que pour un entrepreneur, ce n'est pas évident. Il y a une panoplie toujours de webinaires qui sont offerts. Puis je peux te dire que la sienne, je pense qu'elle vient d'avoir un impact assez majeur. Je peux vous dire que nous autres,